La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle année. Tous nos bons vœux économiques 2024 de la part de votre TVR BPGO Business Club. L'occasion de vous proposer un florilège de ce qui s'est passé durant ce second semestre de l'année 2023. Nous y parlerons intelligence artificielle ou histoire de cette entreprise familiale Groix et Nature avec Marianne Guyader. Nous parlerons également Pôle emploi ou encore des 40 ans de la feuille d'érable. On va revivre ensemble ces grands moments de votre TVR BPGO Business Club. En partant du monde, le camping, on le pratique en Amérique du Nord, en Europe et un peu en Océanie. L'Europe est donc un grand continent pour le camping. La France est le leader européen puisqu'on a 29% des campings européens. On réalise 34% de la fréquentation du continent européen à nous tout seuls. Et on est le pays numéro 2 après les États-Unis qui ont 2 fois plus de campings que nous. Mais comme c'est un pays qui est 15 fois plus grand, la France, je crois qu'on peut le dire, est le pays du camping. C'est un secteur, vous le disiez, qui réalisait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'an 2000 et qui fait plus de 3 milliards d'euros aujourd'hui et qui a sans doute un potentiel d'1 milliard d'euros, si on ne l'embête pas trop du fait des contraintes que nous rencontrons. Aujourd'hui, nous avons 50 000 salariés au cœur de la saison estivale, puisque c'est une activité qui est principalement estivale. On réalise 75% de notre fréquentation du 1er juillet au 30 septembre, 40 000 saisonniers et 10 000 salariés en CDI. Et avec un nombre incroyable de nuitées pour la région Bretagne. Oui, alors, pour la France, les nuitées, alors cette année, le chiffre n'est pas encore connu puisque l'INSEE le communiquera qu'en début d'année prochaine, mais on a un observatoire qui a été mis en place avec le gouvernement pendant le Covid. On va sans doute réaliser entre 138 et 139 millions de nuitées, ce qui fait qu'on a accueilli à peu près 26 millions de personnes cette année. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, les campings français réalisaient 105 millions de nuitées, donc ce qui fait une progression de 30% à peu près. Et en ce qui concerne la Bretagne, 14 millions. Près de 14 millions de nuitées, on va attendre la confirmation de l'INSEE, mais c'est à peu près ça, on va dire 13 millions 8, 13 millions 9, peut-être 14. Il y a une dizaine d'années, on faisait 8 millions de nuitées en Bretagne, sachant que les régions du nord de la France ont progressé beaucoup plus que la moyenne nationale, pour plusieurs raisons qu'on évoquera sans doute. Dans notre profession, la question de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'environnement, du code du patrimoine est la question centrale. Alors bien entendu, l'emploi, nos amis hôteliers et restaurateurs sont très focalisés sur les problématiques d'emploi, de formation, ce qui est normal. Nous, c'est évidemment notre préoccupation première, puisque le développement des services en dépend, mais notre activité au sein de la Fédération nationale d'hôtellerie plein air et des syndicats départementaux, c'est l'aménagement. Alors, vous dites qu'on est un secteur en plein développement, sans doute, quand on regarde les chiffres d'évolution du chiffre d'affaires, mais on est dans un vrai paradoxe, puisque nous perdons des campings. En réalité, au cours des 3 dernières années, on a encore perdu 380 campings en France, 76 000 lits touristiques, ce qui fait une perte de chance fondamentale pour les territoires français. Et à l'échelle nationale, on a perdu plus de 1500 campings en 20 ans. On était à plus de 9000 en 2000 et on n'en a plus que 7500 aujourd'hui. Et la courbe du chiffre d'affaires est évidemment inversée. Donc en réalité aujourd'hui, comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, évidemment, les clients privilégient les endroits très privilégiés justement, très privilégiés sur le plan naturel, la proximité de l'eau, de la mer, des lacs, des rivières, les sites protégés, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, on pense évidemment à la loi littorale, la loi montagne, les risques naturels, on est une profession qui est très exposée au changement climatique, hein, et ça demande évidemment beaucoup d'ingénierie pour s'y adapter. On ne peut pas créer de facto des campings aujourd'hui, on en crée 1 ou 2, 3 par an, mais on en perd en moyenne entre 80 et 100 par an pour des questions d'aménagement du territoire ou plutôt d'impossibilité de repositionner la proposition commerciale. On sait que la période du Covid a terriblement impacté l'hôtellerie, la restauration, beaucoup moins l'hôtellerie de plein air. Vous avez résisté ?
Oui, alors on n'a pas résisté parce qu'on est meilleur que les autres. On a résisté aussi parce que nous avons de la chance. On a de la chance parce que il y a eu un reflux de l'épidémie pendant l'été 2020, pendant l'été 2021. Il y avait évidemment une corrélation entre l'activité virale et puis la saison hivernale. Or, nous, on fait, comme je le disais tout à l'heure, 75% de notre fréquentation entre le 1er juillet et le 30 septembre. Puis il y a eu 2 décisions politiques qui ont été absolument fondamentales, et on peut remercier Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre de l'époque. La première, c'est la décision du président de la République d'autoriser l'ouverture des piscines lors des annonces du Premier ministre en fin mai 2020. Sans les piscines, il y avait un effondrement de la fréquentation, on loupait la saison. Et la deuxième décision qui a été extrêmement importante, c'est en 2021 le contrôle unique du pass sanitaire en début de séjour, ce qui fait que les clients n'ont pas annulé en masse et sont venus. L'emploi en Bretagne est dans une dynamique assez redoutable, on va le dire comme ça. Nous avons un taux de chômage historiquement bas, 5,8%. C'est un taux que nous avions en 2008, donc on voit bien que les choses sont marquées. Nous avons une demande d'emploi qui diminue régulièrement tous les mois. Nous avons un peu plus de 117 000 demandeurs d'emploi qui sont inscrits aujourd'hui sur les listes de Pôle emploi. Nous avons l'enquête que nous réalisons chaque année auprès des employeurs qui nous donnait en 2023 plus de 163 000 intentions d'embauche. Et puis nous avons les offres qui nous sont confiées aujourd'hui. Elles sont de l'ordre de 75-76 000 offres. Donc quand on prend ces 4 chiffres et que l'on les met les uns à côté des autres, on voit qu'effectivement la dynamique économique est réelle, présente. Il y a de très belles opportunités dans tous les secteurs de la Bretagne et dans tous les territoires de la Bretagne. Le taux de chômage en Bretagne est à 5,8, mais il y a des différences importantes, puisqu'on peut parler de Vitré, 3,7, puis on peut parler de Carhaix, 7,3, quand on sait que le taux de chômage national c'est 7,2, même si à Carhaix on est à 7,3 et à Guingamp on est à 7,1, pour autant on est dans la moyenne. Donc ça c'est le premier élément. Les équipes qui sont dans les 37 agences aujourd'hui sont engagées aux côtés des Cap Emploi, puisqu'on ne le sait pas, et vous parliez de l'offre de service, les Cap Emploi sont depuis 2020 installés, les conseillers Cap Emploi, dans les agences de Pôle emploi, aux côtés des conseillers de Pôle emploi, de manière à pouvoir accueillir les publics en situation de handicap, travailler ensemble et trouver des solutions adaptées à chacune de ces personnes. On est tout d'abord très attaché à notre territoire insulaire, qu'est l'île de Groix. C'était un vrai pari qu'a relevé mon père, il y a maintenant 23 ans. Des hommes, des femmes, on est une entreprise très engagée à travers le savoir-faire et puis la découverte des produits. Et puis le côté passionné, évidemment, dans l'agroalimentaire, il est essentiel. On est là pour faire découvrir des goûts, des saveurs, des textures et puis toujours se renouveler. Parce que le nom Guyadère, bien évidemment, traverse les générations, plusieurs générations au service aussi d'un territoire et de la qualité des produits. Sans qualité, on ne réussit pas. Oui, alors ça c'est évident, la qualité est essentielle et sur le côté de génération en génération, c'est vrai que je suis la 4e génération finalement d'entrepreneurs au sein de l'entreprise, étant donné que mon arrière-grand-père était charcutier, salaisonnier dans le Finistère et l'entreprise Guyadère que dirige mon père a été créée en 1930. Et je me rappelle vraiment de tous ces prix trustés, notamment au Gulf Food. C'était un voyage avec Bretagne Commerce International, c'était à Dubaï et vous aviez quasiment tout raflé. C'est encore un souvenir fort, vivace. Vous étiez jeune entrepreneuse à cette époque, ça devait être février 2014. Oui, exactement, c'est ça. C'est quelque chose qui, c'était vraiment le début, mais vous vous êtes toujours appuyé sur des fondamentaux. C'est ce que l'on va essayer de comprendre à l'occasion de cette émission. Benoît Cattel. Bonjour, merci de votre présence. Moi, j'aimerais mieux connaître votre entreprise. Comment vous pourriez me la présenter au travers de quelques chiffres, mais surtout de ces activités que vous jugez comme essentielles? Qu'est-ce qui est au cœur du modèle de votre entreprise? Alors, au cœur de l'entreprise, il y a tout d'abord 3 valeurs fondamentales qui vont graviter autour de toutes les décisions stratégiques qu'on peut prendre. Tout d'abord, l'attachement au territoire, l'attachement à l'île de Groix. Groix, c'était le 5e portonnier au siècle dernier, le premier portonnier avec 5 conserveries. On est la dernière en activité aujourd'hui. Donc cet attachement est très très fort. Après, il y a une valeur qui est l'intégrité vis-à-vis de nos parties prenantes, avec évidemment une transparence dans ce que l'on fait, avec aussi l'importance des collaborateurs, des collaboratrices qui m'accompagnent au quotidien, et puis enfin l'engagement de nos produits. Donc là, ça va être d'aller
sourcer le meilleur produit avec un engagement au niveau local qui est très fort. À titre d'exemple, on a développé une gamme vraiment issue de pêche bretonne. On peut aussi donner comme exemple l'île de Groix, c'est évidemment la mer. Donc on travaille avec un éleveur d'ormeaux sur l'île de Groix, mais c'est également la terre. Et on travaille beaucoup sur ces sujets-là, de se dire comment on peut appuyer encore le développement de nos produits à travers cet engagement de nos produits dans le sourcing qu'on peut en faire. Donc Groix et Nature s'est développé d'une façon, je dirais, raisonnée. En tant que PME, la première étape, ça a même été d'exporter à l'Orient. Parce que quand vous êtes une entreprise insulaire, il ne faut pas oublier qu'on vit au rythme des bateaux, 45 minutes. Et ça, c'était la première étape. Et ensuite, pour vous donner quelques éléments, on travaille avec différents partenaires, que ce soit la GMS au niveau local principalement, un réseau de spécialistes, d'épiceries fines. On travaille également à l'export, circuit qui s'est développé un petit peu avec l'essor qu'on a pu avoir à Dubaï. Et donc, c'est un grand plaisir de proposer une gamme de conserves de la mer. Vous allez avoir des rillettes, vous allez avoir de la soupe et des produits emblématiques comme les huiles, l'huile de homard, l'huile de crabe au piment et toutes ces découvertes qu'on a plaisir à créer au quotidien. Valériane. Alors Marianne, comment ce projet un peu fou est né entre votre père, Christian Guyader, et le maire de Groix? Parce qu'implanter une entreprise sur une île qui, vu de New York ou d'Asie, est un peu le bout du monde quand même, c'est quand même un challenge, voire même un peu de militantisme, non ? C'était un vrai défi. C'était un vrai défi. Comme vous l'indiquez, pourquoi l'île de Groix? Christian est passionné de voile, passionné de bateau. Donc nous, les vacances, c'était un peu le circuit entre les Glénans, Belle-Île et Groix, si je résume. Et il a poussé quand même jusqu'à... Il a poussé plus loin. Parce qu'il a fait la route du Rhum. Effectivement. Et il la refera, je crois. Et là, en fait, si vous voulez, il a rencontré le maire, Dominique Yvon, qui a tenu un discours très fort auprès de l'entrepreneur qu'il est, de dire mon île est en train de crever. Parce qu'il faut se dire que avoir de l'emploi à l'année sur une île, c'est très important. Parce qu'en fait, une île, c'est vraiment un territoire précieux, un territoire fragile, que ce soit au niveau de l'environnement, mais également au niveau économique. Et donc, l'engagement, c'était de créer cette conserverie pour avoir un projet pérenne. Et donc, on a appris beaucoup de choses les premières années, parce que se développer, avoir une entreprise, c'est une chose, mais après, se développer et être pérenne, je dirais qu'on rentre dans une deuxième étape de l'aventure. Et on l'a vu, parce qu'en 2015, on a fait des travaux sur Groix, en triplant la taille de production et en ayant des aventures au quotidien pour pouvoir réaliser ces travaux. L'intelligence artificielle peut faire énormément de choses. Donc les fondamentaux, c'est quoi ? On vit dans un monde de plus en plus connecté. Nous sommes au quotidien connectés. Nous sommes au quotidien sur les réseaux. Nous fabriquons des quantités incroyables d'informations. Les machines dans les usines, mais les machines qui roulent, qui volent, voilà, tous les objets autour de nous sont connectés. Ils fabriquent une quantité incroyable d'informations. Donc on regorge d'informations. On a des expertises extrêmement fortes partout dans le monde en algorithmie. On est capable de designer des modèles extrêmement puissants. On a fait des progrès incroyables dans l'exécution de l'informatique, dans les calculateurs, dans les ordinateurs, dans l'électronique, dans cette capacité de computing, comme disent les Américains. Quand on met tout ça ensemble, quand on met cette masse d'informations, quand on met cette capacité à faire des algorithmes, quand on met cette capacité à les exécuter, je ne dirais pas quasi sans limite, parce qu'on en reparlera, on voit bien qu'en fait, on peut tout traiter. On peut tout traiter avec l'IA. Et l'encadrement de ce qu'on va traiter et de ce qu'on ne va pas traiter, ce sera le choix qu'on fera dans le couple risque-bénéfice, risque-avantage à le faire, autour de thématiques qui seront l'éthique, qui seront la propriété intellectuelle, qui seront la sécurité, qui seront la protection de la vie personnelle des gens. Mais dans l'absolu, on peut tout faire.
Nous sommes très sollicités. Typiquement, en quittant le bureau tout à l'heure, j'ai reçu un mail qui me disait intelligence artificielle générative. Un fossé va se creuser entre ceux qui prennent le train et ceux qui restent dans l'attente. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est là aussi la formation à l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on se forme et comment est-ce qu'on se fait bien accompagner? Parce qu'on a beaucoup d'offres, plein de choses qui se passent, mais comment est-ce qu'on se forme véritablement et comment on se fait bien accompagner? Je pense que la meilleure formation pour l'intelligence artificielle générative, c'est de la prendre en main, c'est d'y aller, quoi. C'est de l'aller. Et d'ailleurs, c'est de loin la technologie, si tant est qu'on appelle ça technologie, qui a connu l'adoption la plus exponentielle en un temps aussi court, hein, parce que ça date à peine de 2022. C'est une adoption tellement plus rapide que celle de l'Internet, que celle du smartphone. C'est sans commune mesure, c'est exponentiel. Donc la meilleure façon de se former, c'est de l'utiliser, vraiment. C'est la meilleure façon. Après, bien évidemment, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais de se faire accompagner par des entreprises spécialisées dans ce domaine qui sachent entrer très vite en intimité avec l'environnement business, l'environnement métier, l'environnement fonctionnel de l'entreprise, et qui sachent du coup poser les bonnes questions de sorte à avoir les bonnes réponses et cadrer ces réponses. Oui, ça c'est une bonne façon de faire, mais la formation passera par le fait que ces sujets descendent effectivement dans l'enseignement supérieur et dans l'éducation nationale. Et ça, c'est un véritable enjeu. Je connais plusieurs entreprises qui, sur une variété d'expertises pour les salariés qui les composent, de 20 ou de 30 expertises différentes, 20 ou 30 profils types différents dans l'entreprise. C'est quoi la constitution d'un cabinet d'avocats, par exemple? C'est, je ne sais pas, 8 ou 12 profils types. Je connais plusieurs entreprises qui ont d'emblée décidé d'arrêter de recruter 2 ou 3 profils types. Or, l'enseignement supérieur continue, pardonnez-moi l'expression, à déverser tous les ans des milliers ou des dizaines de milliers de ces profils types qui ont passé parfois 5 ans à devenir experts dans cette voie dorénavant sans issue. Donc il faut que le système éducatif français au sens large s'empare urgemment de ce sujet, urgemment. Et vous mesurez comme moi le challenge que cela peut représenter. Et il ne faut pas qu'on attende l'enseignement supérieur, il faut qu'on le fasse dès les petites classes. Dès les petites classes, les gamins doivent grandir avec ça. Il n'y a plus de questions, c'est une déferlante. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions quant au fait qu'il faille surfer cette vague. Promis, il n'y a plus de questions. Après, il faut l'encadrer, il faut bien la surfer. Entraîner le visiteur dans une démarche forte de préservation des animaux, et puis également s'intéresser au bien-être animal, ça c'est dans votre ADN. C'est même le cœur de l'ADN dans la proposition du projet qu'on a à l'époque remis au tribunal de commerce de Lorient, puisqu'il faut donc se souvenir que ce site, après avoir vécu 50 ans, en fait, on fête les 50 ans cette année du zoo de Pont-Scorff, a terminé après une série d'événements sur lesquels on reviendra certainement par une liquidation judiciaire. Et le cœur du projet qu'on a voulu présenter, sans que sur une raison d'être très sincère et très forte, être utile grâce aux visiteurs qui viennent nous voir. Si aujourd'hui on peut commencer à penser qu'on a sauvé le site, c'est d'abord grâce à ceux qui nous ont fait confiance, et dans une logique qui est de pouvoir préserver des espèces qui aujourd'hui disparaissent. C'est le cœur du projet qu'on a effectivement voulu lancer en mai 2021. Et depuis, 200 000 visiteurs. Et peut-être un autre chiffre, on ne va pas en donner trop, alors que Dominique Giamotto nous montre vraiment aussi des images des terres de Natae. Un autre chiffre, c'est 6 000 passes annuelles. Ce sont des gens qui ont pris le parti pris de prendre des passes à l'année. Ils sont déjà 6 000. Et ce sont vraiment des personnes qui assurent, transmettent aussi ce qui vous donne envie chaque jour de vous lever, c'est-à-dire aller en direction des animaux. Ouais, et de partager notre passion. On a une équipe de passionnés. On a repris la barre du tribunal, il y avait 12 postes, dont 9 postes de soigneurs. Aujourd'hui, sur la paye du mois d'août, on a fait 70 fiches de paye. Donc on a aussi créé de l'emploi autour de ce projet. Et puis c'est une troupe de passionnés. C'est des métiers qui sont difficiles. On idéalise beaucoup le métier de soigneur animalier.
Quand on est le 20 juin et qu'il faut aller découvrir un bébé pandarou, c'est bien. Quand on est le 4 novembre et qu'il faut aller sous la pluie et dans le vent curer les étapes des girafes, c'est moins drôle. Donc c'est des métiers difficiles, mais on a vraiment une équipe de passionnés qui a cette cause au cœur et qui nous permet aujourd'hui, on espère, de continuer à redresser l'entreprise. Ouais. Benoît Cattel, directeur général de la BPGO. Merci, bonjour. Bonjour. Bravo, parce que moi je suis vraiment admiratif. On a eu l'occasion d'échanger brièvement et je ne pensais pas qu'il était possible de recréer un projet aujourd'hui, en 2023 en France tel que vous êtes en train de le faire. Alors je vais me dresser une question à l'entrepreneur sous une double focale. Dans la question qui s'adresse au cœur, c'est dans un projet entrepreneurial comme ça, quelle est la part de la dimension affective ? Parce que voilà, tout de suite, on a parlé animaux, bien-être animal. Donc, quelle est la part affective ? Et puis, une plus au cerveau, c'est quand on entreprend, c'est quoi le modèle économique ? C'est quoi l'aspiration économique ? Parce que, évidemment, ça n'a de sens que si, vous l'avez évoqué, reprise au tribunal, et donc sauvegarde et développement. Donc, sur le business model, quelques mots. C'est une bonne question et une vaste question. D'abord, ce qu'on peut peut-être souligner, c'est que ça fonctionne si le cœur et le cerveau ils sont connectés. Le cœur permet au cerveau de vivre, le cerveau donne des commandes au cœur. Et le point central pour nous dans cette liaison-là, c'est vraiment l'animal et cette cause, cette raison d'être. Donc sur le cœur, moi j'ai évidemment quelque chose qui, comme dans toute construction d'être humain, la période de l'enfance, c'est des choses qui permettent de construire des choses ou de révéler des carences. En l'occurrence, les carences que j'ai pu avoir gamin, je les ai compensées dans la relation à l'animal. C'était un ancrage, vraiment. Alors on ne parle pas de préserver des éléphants d'Asie quand on a 7 ans, mais en l'occurrence, de pouvoir s'occuper d'animaux, d'être quelque chose pour eux, pour permettre leur survie ou leur vie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc il y a probablement ça dans le cœur et l'envie du coup, ou la fierté aujourd'hui de rendre quelque part ça à ces animaux qui m'ont tant aidé. Et puis, ça n'empêche pas, moi j'ai un passé de dirigeant de différentes entreprises. La dernière en date, j'étais, juste avant de reprendre cette aventure, directeur général adjoint d'une banque territoriale partenaire et concurrente, le Crédit Mutuel Arkea. Et ça forge quand même aussi le fait de penser avec le cerveau à un modèle économique. Il y a quelque chose qui pour moi est extrêmement important, c'est cette raison d'être. On est très transparent. Les visiteurs qui viennent nous rejoindre, qui viennent sur le site, savent comment est-ce que vont être utilisés les billets d'entrée, les consommations sur le site. Tout est affiché. C'est d'ailleurs sur notre site internet. Quel pourcentage va être versé aux associations partenaires. La raison d'être dont je parlais et le bien-être animal, il nécessite des moyens pour bien faire les choses. Si on veut vraiment bien faire les choses, il faut des moyens, notamment humains. Ça coûte, évidemment. Donc tout ça a été mis dans un business plan, comme on doit le faire de façon rigoureuse. Ça reste une entreprise portée avec des associés. Et donc aujourd'hui, on a expérimenté en 2022 ce modèle. Ça a été très dur. L'année 2022, la confiance, surtout sur un site qui avait un peu perdu justement cette confiance, elle se décrète pas, elle se regagne pas à pas. Mais toujours avec ce lien, j'aime bien votre question entre la relation cerveau et cœur, de se dire c'est l'animal qui est au cœur, c'est cette raison d'être qui doit nous gouverner. Donc il y a des arbitrages qu'on ne fait pas dès lors que ça peut toucher la vie animale, quoi. Nous sommes très très heureux de vous accueillir pour parler de cette très belle histoire lancée en 1983. C'est une référence hexagonale aujourd'hui, la feuille d'érable. Alors si je vous dis que justement que cette feuille d'érable est une utopie réaliste qui réconcilie à la fois le social, l'économie et l'environnement, vous acquiescez ? Vous avez parfaitement résumé l'histoire et la naissance de cette belle entreprise d'aujourd'hui qu'est la feuille d'érable. C'était une utopie parce que se dire qu'il fallait se mettre à recycler les papiers des Rennais d'abord avec les petites mains de bénévoles qui étaient là à l'époque, parce que je vous rappelle qu'on a d'abord été créé sous forme associative, personne n'y croyait. Et puis, ça, ce sont des images du tout début. Exactement. Vous savez, je ferais rire mes salariés s'ils m'entendaient aujourd'hui, c'est que je dis souvent que quand j'étais gamin à Rennes, je voyais mon grand-père qui mettait les journaux Ouest France ou Télégramme avec une ficelle une fois par semaine devant sa porte à Rennes, et je voyais le camion de la feuille d'érable qui passait. Donc pour un Rennais comme moi qui a fait des études de biologie, qui est assez impacté par l'environnement et qui aime le social et l'économique, la feuille d'érable, ça parle.
c'est vrai que ça parle et ça essaime, parce qu'aujourd'hui vous êtes sur vraiment le territoire breton et vous regardez peut-être même ailleurs. On va essayer de raconter cette très belle histoire. Benoît Cattel, directeur général de la BPGO. Justement, pour connaître un peu mieux l'ensemble des activités, si on devait faire une photo à date de la feuille d'érable, qu'est-ce qu'on verrait sur cette photo ? On verrait des hommes et des femmes d'abord, parce que toute entreprise, elle est constituée d'abord, sa richesse sont les hommes et les femmes. Donc c'est 87 salariés, je crois, aujourd'hui, installés sur le siège à Rennes, et puis on a un établissement secondaire à Quévin, dans le Morbihan, et avec ces hommes et ces femmes et ces deux établissements, on rayonne sur l'ensemble de la Bretagne, et puis on fait de l'économie circulaire. Alors les mots changent suivant les périodes, on parlait beaucoup de développement durable à une époque, économie circulaire c'est plutôt d'actualité, mais on recycle beaucoup de ce qu'on appelait les déchets, mais qui sont souvent des matières premières secondaires, et on essaye toujours de développer à la fois des projets écologiques qui tiennent économiquement et qui sont aussi des projets sociaux, avec un impact positif social. C'est ça la feuille d'érable aujourd'hui, si on fait une photo. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.